Bonjour à toutes et tous, je suis Démistif. Pour ceux qui me connaissent, vous avez plutôt l'habitude de me voir avec mon petit personnage illustré que vous voyez apparaître ici. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un vidéaste qui fait des vidéos de vulgarisation d'histoire, principalement orientées autour des idées reçues de l'histoire, mais aussi des sujets qui sont peu ou mal abordés dans notre partie du monde, c'est-à-dire dans les pays francophones. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le chevalier historique face à son mythe et sa représentation, ou ses représentations dans la fantasy. Euh, la vidéo que vous voyez là est un enregistrement. En revanche, je la fais en mode conférence, c'est-à-dire qu'il y a très peu de montage, que tout est en direct, et donc il peut y avoir des petites latences qui auraient normalement, comme si j'étais devant vous, parce que c'est un petit peu l'idée. Et je regarde bien sûr tout ça en même temps, en ce moment même, avec vous. On aura l'occasion d'échanger directement juste après ça. Alors pour le sujet du jour, donc c'est un très beau sujet. Pour ceux qui me connaissent, j'ai abordé le sujet des chevaliers et leur mythe déjà dans une vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description après la conférence. On va donc reprendre un certain nombre des éléments qu'il y a là-dedans pour aborder le chevalier historique, qu'on va condenser, qu'on va relier forcément avec la fantaisie médiévale. Donc tout d'abord, la première question qu'on peut se poser, assez naturellement, les chevaliers, ça nous fait rêver. En tout cas, c'était mon cas. Quand j'étais plus jeune, je jouais aux chevaliers dans le jardin avec mes amis. Et puis, ça me fait toujours, c'est toujours un phénomène qui me fascine. Et d'autant plus j'en apprends, plus ça devient humain, plus ça devient réel, plus on a envie en fait d'en savoir plus. Donc voilà, donc la première question c'est pourquoi est-ce que les chevaliers sont un si bon sujet et sont un sujet aussi récurrent dans la fantaisie médiévale? Thomas Honegger propose une hypothèse que j'ai trouvée très intéressante et avec laquelle je suis, à titre personnel, plutôt d'accord, parce que je trouve l'analyse assez bonne, qui consiste à dire que le chevalier, en tant que phénomène purement médiéval, puisque comme nous allons le voir après, c'est un phénomène qui apparaît autour du 10e, 11e siècle, ça dépend des auteurs, et c'est un phénomène qui prend fin, en tout cas dans sa forme médiévale et entière, en fait, hein, donc encore une fois, on va voir tout ça ensemble, vers la fin du 15e et le 16e siècle. C'est un phénomène qui est donc purement médiéval, premièrement. Deuxièmement, le chevalier, en tout cas tel qu'on se l'imagine, est un personnage qui est à la fois un guerrier, qui est capable d'une force brute et peut-être même d'une certaine sauvagerie sur le champ de bataille, tout en étant une incarnation morale. Et une incarnation morale à la fois de fidélité, de loyauté, mais aussi de courtisan, donc vis-à-vis soit des autres nobles, puisque le chevalier est censé être noble, historiquement en tout cas, soit vis-à-vis d'une dame qu'il courtiserait. Donc on voit que c'est un personnage qui, en tout cas dans les idées qu'on en a, se prête parfaitement à la fantaisie médiévale. J'ai quelques notes juste ici, et ça me permet simplement de rester un petit peu, de savoir où j'en suis, et puis de m'assurer que je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Parce que j'ai fait un certain travail, j'ai repris des notes que j'avais, j'en ai ajouté pas mal par rapport au sujet du jour. Ça me permet juste de m'assurer que par rapport à ce que j'ai lu, je ne m'écarte pas trop de ça. Alors, on va aborder, oui effectivement, donc on va aborder le chevalier historique pour commencer, donc pour pouvoir comprendre un petit peu d'où ça vient. Et je pense qu'assez naturellement, vous allez voir pourquoi est-ce que les auteurs de fantasy ont choisi assez facilement ce personnage, puisqu'historiquement, il s'y prête bien aussi. Alors pour commencer, lorsque l'on parle des chevaliers médiévaux, de quoi parle-t-on en réalité? C'est une notion qui est assez complexe à cadrer en réalité, puisqu'elle a beaucoup évolué dans le temps. Mais le principe de base est assez simple, c'est que c'est simplement un guerrier à cheval. Ensuite, les origines des chevaliers, il y a deux pistes en tout cas que j'ai lues, qui sont évoquées. La première, ça proviendrait peut-être des equitis romains, donc ça remonterait à il y a longtemps et ça aurait évolué au fil du temps jusqu'à devenir au Moyen-Âge les chevaliers. D'autres hypothèses estiment que c'est peut-être plutôt les cavaliers carolingiens. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme de carolingien se réfère à la période du 8e siècle à la fin du 10e siècle.
Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que ces hypothèses, au final, ne sont pas si contradictoires que ça, puisqu'on constate souvent que l'histoire, c'est quelque part un flot ininterrompu. Donc, on peut tout à fait se dire que ces deux hypothèses se soient rencontrées à un moment donné, et par la suite est donné forme au chevalier. Ensuite, les premiers véritables chevaliers du Moyen-Âge, encore une fois, selon les auteurs, ça commence, ou apparaissent en tout cas, soit au début du Xe siècle, soit au début du XIe. À l'époque, qu'on se le dise, ces gens sont principalement, donc les chevaliers sont principalement des professionnels de la guerre à cheval. Ils ne sont pas nobles, ils ne sont pas encore moins guidés par un quelconque guide idéologique ou moral. Ce sont simplement des guerriers à cheval qui d'un point de vue moral, ne se distinguent pas beaucoup de leurs camarades à pied. C'est plus tard, avec l'émergence des croisades, donc vers le tout début du XIIe siècle, que l'on voit que l'Église catholique commence à partir du moment en gros où l'Église catholique commence à justifier la violence, donc ce qui permet les croisades. Il y a d'ailleurs un autre vidéaste qui s'appelle Hero.com qui l'explique très bien. Donc la justification de la violence permet d'intégrer ces cavaliers, donc ces chevaliers, dans quelque chose d'autre que guerrier. C'est à partir de cette période qu'on commence à parler des miles Christi, c'est-à-dire selon les contextes, soit de soldats du Christ, voire de chevaliers du Christ. Et il y a un certain Bernard de Clairvaux à qui on attribue la prêche de la Seconde Croisade, qui écrit même un ouvrage sur le sujet au XIIe siècle. Et c'est donc à cette période que l'Église s'en mêle et cherche à canaliser cette violence pour faire de ces cavaliers, bien plus que de simples guerriers professionnels à cheval, mais des protecteurs de l'Église, des protecteurs de la foi, protecteurs du peuple de Dieu. Et donc ces éléments, le fait de jouer le rôle de défenseur entre guillemets du peuple de Dieu et de l'Église, viennent avec un certain nombre de règles éthiques. Dans ce premier temps, dans les faits, l'Église aura beaucoup de mal à faire respecter ces règles éthiques, qui sont donc principalement des règles des idéaux chrétiens. Mais ces règles-là vont dans les faits exalter le rôle et la condition de chevalier. Dans le courant du XIIe siècle, les choses commencent à changer. On entre donc dans une seconde phase de l'évolution de ce phénomène, puisque la noblesse, qui est éduquée et à qui on inculque un certain nombre de valeurs, comme l'honnêteté, la probité et la respectabilité, va chercher à s'approprier ce phénomène. Parallèlement à ça, on voit également l'apparition des chansons de gestes en langue dite vulgaire, c'est-à-dire la langue que tout le monde parlait et comprenait, plus ou moins, combiné avec l'amour courtois. Donc d'une part, les chansons de gestes vont permettre de raconter un certain nombre d'histoires, telles que la chanson de Roland, qui sera abordée d'ailleurs sur la chaîne dans quelques semaines. Donc ça, pour ceux qui suivent mon travail, c'est une petite info. Et donc la chanson de Roland permet par exemple de présenter certains idéaux de chevalier que les nobles vont justement vouloir incarner. Donc on peut prendre l'exemple de Roland dans la chanson bien sûr, mais également Olivier qui incarne une autre forme de chevalerie, mais ça on en parlera plus en détail. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part il y a l'apparition du phénomène dit d'amour courtois, qui permet en gros, qui raconte en gros une relation d'un amour consenti entre un homme et sa dame, qu'il doit conquérir par ses prouesses physiques et intellectuelles. Et donc, ce qui est au final, ça peut nous paraître assez normal entre guillemets de nos jours, mais qui est une notion plutôt moderne pour l'époque. Voilà. Oui, dernier point, effectivement, par rapport à ça, au cours de cette période, on voit également la valorisation de la fidélité du chevalier vis-à-vis de son seigneur. Cette notion est très importante puisqu'en fait, elle permet à la noblesse de fonctionner. Pour ceux qui ne savent pas forcément très bien comment ce pan de la société médiévale fonctionnait, c'est-à-dire la noblesse, il y avait un système de vasselage, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un seigneur qui détenait un certain nombre de terres, qui pouvait confier à d'autres nobles. Donc ces nobles devaient s'occuper de ces terres-là en échange d'un certain nombre de contreparties, que ce soit des impôts, des troupes en cas de guerre, etc. Donc c'est le principe du vasselage.
Et donc dans un système comme ça, la confiance et la loyauté est absolument essentielle pour que le système ne s'effondre pas, puisque vous comprenez très bien que si un seigneur a des personnes sous ses ordres qui ne lui obéissent pas, les choses risquent de mal se passer pour lui au cours des conflits. C'est donc en gros à la fin de cette phase-là qu'apparaît le chevalier que l'on connaît, qui n'est donc pas qu'un simple professionnel de la guerre, mais qui est en tout cas dans son idéal un exemple de courage et de fidélité à son seigneur, incarnant un certain nombre de valeurs principalement chrétiennes bien sûr. Ensuite, la phase suivante a lieu en gros à partir de la fin du XIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle, qui va avoir une codification de tout cela. Donc on va voir un certain nombre de traités qui vont sortir, un certain nombre d'exemples de chevaliers parfaits, entre guillemets. On cite forcément toujours Guillaume le Maréchal, qui est particulièrement connu et qui a parfois été qualifié de chevalier parfait, entre guillemets, donc qui a vraiment existé. Il y a également un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir, comme par exemple le livre de l'ordre de la chevalerie de Raymond Lulle, qui très clairement explique ce qu'un chevalier est censé être. C'est à partir de ce moment-là également que le chevalier devient de plus en plus décisif sur le champ de bataille. On va le voir par exemple à la bataille de Bouvines, où le royaume de France remporte la victoire, notamment grâce à ses chevaliers, face au Saint-Empire romain germanique. Et d'autre part, le chevalier devient un exemple moral pour la société de l'époque. Cette période-là est généralement qualifiée d'âge d'or de la chevalerie. Par la suite, et comme vous le voyez, à chaque fois, chaque période hérite de la précédente et quelque part bâtie sur la précédente. À partir des XIVe et XVe siècles, on entre donc dans en quelque sorte la dernière phase de la chevalerie médiévale. Les chevaliers sont à ces époques-là absolument terrifiés à l'idée d'être qualifiés de couards, mais ils sont également particulièrement indisciplinés. Et on va constater ça particulièrement, en fait, quelque part, cette déchéance du chevalier sur le champ de bataille, en particulier au cours de la guerre de 100 ans, en tout cas dans notre partie de l'Europe. On va constater que les Anglais, qui s'accommodent bien plus de liberté par rapport aux codes moraux et aux obligations des chevaliers, qui vont dans les faits s'en écarter quand même pas mal, vont avoir des résultats bien plus probants et beaucoup plus efficaces que les chevaliers français qui, bien que suivant une certaine éthique, un certain code moral qui est aussi quelque part la cause de l'indiscipline dont ils font preuve, et ben on va donc constater que les Anglais, ne suivant pas ce code, vont être beaucoup plus efficaces sur le champ de bataille que les chevaliers, ce qui fait que les chevaliers vont perdre en utilité, en tout cas d'un point de vue militaire, et c'est un petit peu le début de la fin pour eux. Les chevaliers vont ensuite chercher à s'adapter, c'est-à-dire qu'au XVe siècle, ils vont se transformer en véritables chars d'assaut. Lorsqu'on voit les armures, vous comprenez bien de quoi je parle. Donc ces chevaliers deviennent extrêmement difficiles à arrêter une fois lancés, mais ils perdent cependant, malgré cela, une partie de leur intérêt sur le champ de bataille. Parallèlement, les sociétés évoluent et les tactiques et stratégies de manière générale évoluent également, ce qui fait que, on prend souvent l'exemple des armes à feu, mais ce n'est pas le seul, puisque comme vous l'avez vu dans la guerre de 100 ans, les chevaliers ne fonctionnaient pas très bien, ou pas aussi bien qu'ils le devaient sur les champs de bataille. Donc un certain nombre d'évolutions vont faire que, malgré les adaptations, les chevaliers vont finir par, les chevaliers en tant que tels, c'est-à-dire les chevaliers médiévaux, vont finir par disparaître à la toute fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Voilà, pour finir donc cette partie un peu historique, le chevalier apparaît donc au Moyen-Âge dit classique et va disparaître à la toute fin du Moyen-Âge, comme nous venons de le voir, en gros à la fin du XVe siècle. Donc c'est véritablement une incarnation du Moyen-Âge qui fait que beaucoup d'auteurs, qui ont sans doute également aussi des raisons personnelles pour ça, mais donc beaucoup d'auteurs de fantasy médiévale vont chercher à s'inspirer des chevaliers. Alors voilà, maintenant qu'on a un référentiel historique, le chevalier dans la fantasy et puis le Moyen-Âge de manière générale s'appuie en fait sur des éléments qui vont être récupérés de différentes périodes. Donc, pour ce qui est de l'ambiance médiévale, généralement c'est à la fois quelques éléments médiévaux de différentes périodes médiévales ainsi que quelques éléments de la période contemporaine qui sont récupérés. Et pour ce qui est des chevaliers, on est plutôt sur une inspiration qui est surtout orientée sur ce qu'on qualifie parfois de l'âge d'or de la chevalerie, donc c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire à peu près du XIIIe siècle, mais bien sûr des éléments récupérés d'autres périodes liées à la chevalerie. Par rapport à ça, donc le chevalier en tant que tel dans la fantasy
va s'inspirer donc de ces éléments-là qu'on a vus, mais également d'éléments qui sont issus des romans de l'époque. Donc on va voir par exemple des éléments qui sont récupérés de chansons de gestes de l'époque comme la chanson de Roland, ou d'histoires de l'époque comme les contes de Canterbury, qui sont donc aussi des versions idéalisées et quelque part peut-être un peu caricaturées du chevalier, et que l'on va retrouver dans l'art fantasy, qui vont être remaniées avec tout simplement le fait qu'aujourd'hui on a une image des chevaliers qui est encore différente de ce qui était à l'époque, et qui va avoir évolué avec un certain nombre d'éléments de culture populaire. On a quelques exemples de chevaliers un peu comme ça, de ces chevaliers idéalisés dans les œuvres de fantasy. Donc on peut penser par exemple, alors je donne des exemples que je connais moi, mais vous en avez sans doute d'autres, hein, mais donc je pense par exemple à Faramir dans Le Seigneur des Anneaux, en tout cas dans la version livre. Valin Alsorna par exemple dans La Voix du Sang, qui en plus de ça fait partie d'un ordre monastique guerrier à la sauce médiévale. Et on peut penser également à qu'est-ce que j'avais en tête? Je regarde dans mes notes. Oui, bien sûr, alors, dans le Trône de Fer, voilà, exactement. Il y en a plusieurs, mais ceux qui m'y ont le plus fait penser, c'était Baristan Selmy et Loras Tyrell. Et je suis sûr que vous trouverez d'autres exemples. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à m'en faire part dans le flot de discussion Discord. Donc ce chevalier de fantasy est une version simplifiée, idéalisée et presque parfois un peu caricaturée du chevalier médiéval, qui s'inspire des romans de certains, en tout cas certaines chansons de gestes et certaines histoires et romans entre guillemets de l'époque, puisque dans les faits il y a très peu de chevaliers qui peuvent prétendre avoir été ces chevaliers idéaux, ce qui est assez logique. Et c'est sans doute un peu ces contradictions qui rendent ce rôle aussi fascinant et aussi particulier et aussi intéressant pour les histoires, puisque d'une part le chevalier est un guerrier, c'est-à-dire qu'il est confronté à la violence et aux horreurs de la guerre qu'il causait, hein, parfois historiquement bien sûr, tout en devant jouer en tout cas le rôle de courtisan docile, attentionné, protecteur des plus faibles, tout en étant en même temps un noble qui doit avoir conscience de son rôle social et de son statut. Donc le chevalier quelque part est à la fois agresseur et protecteur, serviteur et décideur, et puis aussi destructeur et bâtisseur. Et donc on voit en fait ces contradictions qui rendent ça quelque part très difficile de trouver des choses qui peuvent paraître aussi opposées en une seule personne. C'est sans doute ce qui rend le chevalier aussi intéressant et aussi humain. Et c'est sans doute tout ça, ces contradictions qui font le charme du chevalier, puisque ça permet même à des personnages pas forcément très creusés de les rendre beaucoup plus humains et nuancés instantanément, puisque l'on sait qu'ils ont cette espèce d'ambivalence qu'ils doivent incarner. Par ailleurs, ce qui m'a aussi intéressé en me penchant un petit peu sur le sujet pour cette conférence, c'est de voir que beaucoup des mécaniques des histoires médiévales, donc des chansons de gestes, etc., des contes médiévaux, sont repris par les auteurs de fantasy. Donc on constate quelque chose d'assez classique en fait. C'est un personnage qui est ou qui a vocation à devenir chevaleresque, qui part pour une noble quête, qui va rencontrer un certain nombre de difficultés plus ou moins importantes, qui vont mettre en danger sa quête, et qui en sort soit en héros sacrifié, voire en martyr, ou au contraire plutôt en grand vainqueur de cette quête. Encore une fois, les personnages que je citais tout à l'heure, donc Vailin dans La Voix du Sang, Loras Tyrell dans le Trône de Fer ou Faramir dans Le Seigneur des Anneaux incarnent cela parfaitement. Vailin en tant que personnage principal, puisque toute l'intrigue, en tout cas dans le premier bouquin, est véritablement construite autour de lui, tandis que les deux autres sont des personnages plutôt secondaires, mais ils ont cette même structure de personnages chevaleresques. Alors pour finir, je vais juste finir là-dessus et ensuite on va échanger directement les uns avec les autres. Il y avait un petit détail qui m'avait intéressé aussi, c'est que les chevaliers dans la fantasy ont souvent une monture, un espèce de fidèle destrier avec lesquels ils vont tout faire, c'est-à-dire voyager, combattre, etc. Dans les faits, généralement, déjà les chevaliers ne voyageaient le moins possible, entre guillemets, et puis lorsqu'ils voyageaient, ils étaient généralement avec toute une équipée, hein, toute une maisonnée, selon les moyens qu'ils avaient, hein, bien sûr.
En plus de ça, ils avaient rarement un seul cheval, donc à moins que le chevalier soit pauvre, ils avaient généralement 2, 3, voire certains affirment que la norme serait peut-être de 5 chevaux, et les chevaliers les plus riches en avaient même plus, hein, ça pouvait aller dans la vingtaine de chevaux. Et il y avait bien sûr un cheval qui servait à voyager, qui était beaucoup plus confortable que le destrier, puisque le destrier était, pour le voyage en tout cas, particulièrement inconfortable, donc était, si possible, pas utilisé par les chevaliers pour le voyage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous partager pour le moment, puisque je pense que ce qui serait encore plus intéressant, c'est de pouvoir échanger directement là-dessus et pour moi de répondre peut-être aux questions ou en tout cas d'interagir ou d'en discuter avec vous tout de suite en direct sur Discord. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à tout de suite.